l'enseignant est le véritable pilier de ce système éducatif. Vous en conviendrez tous, on ne peut pas former l'école sans l'intervention, sans la place importante qu'occupe cet enseignant. Et donc, il faudrait le valoriser, l'accompagner et croire dans ce qu'il fait. Et donc, à côté de la formation continue que nous sommes en train de déployer, il faut absolument lancer la formation initiale sur d'autres standards. Aujourd'hui, nous ambitionnons de lancer des formations sur 5 années pour donner goût à ces enseignants, pour rechercher des gens qui ont une véritable vocation du métier de l'enseignant. Et donc, c'est une formation à Bac+3+2, une licence en sciences de l'éducation, après 2 années de formation dans les CERMEF sur le métier de l'enseignant. Un autre chantier qui n'est pas des moindres et qui est aussi important, c'est la réforme pédagogique, la réforme curriculaire. Aujourd'hui, nous avons déjà développé un certain nombre d'expériences pilotes dans la lecture, par exemple. Nous reprochons à nos jeunes enfants de ne pas pouvoir lire à l'entrée du collège. Aujourd'hui, nous abandonnons la lecture globale et nous mettons en place la lecture syllabique. Et les études ont démontré, et les expériences sur le terrain ont montré, que l'enfant se sent plus sécurisé avec la lecture syllabique. L'enfant peut construire son mot en reliant des lettres. Et c'est la méthode que nous avons utilisée nous-mêmes quand on était à l'école publique marocaine. Nous avons également abordé la pédagogie de l'erreur pour les mathématiques. Et aussi, les études ont démontré qu'à l'échelle internationale, la meilleure façon pour que les jeunes ne commettent plus ce type d'erreur, il faudrait revenir sur l'erreur et montrer aux jeunes comment on commet cette erreur. Nous avons également adopté une pédagogie d'investigation pour les sciences, pour l'apprentissage des sciences, pour bannir l'apprentissage par cœur, pour découvrir la science. Toutes ces approches pédagogiques, nous sommes en train de les contenir dans le manuel scolaire. Nous avons démarré cette expérience cette année au niveau des premières, deuxième années du primaire. L'année prochaine, la rentrée prochaine, troisième, quatrième année. L'année d'après, cinquième, sixième année. À côté de ça, nous avons également une place importante du numérique. Le numérique aujourd'hui, c'est pas que du fun. Le numérique est une vraie méthode d'apprentissage, de réussite scolaire. Nous sommes en train d'institutionnaliser l'introduction du numérique dans la classe. Le ministère a fait des efforts considérables depuis 12 années. Nous avons équipé presque 87% de nos écoles. Nous avons 11 000 écoles, collèges et lycées. 87 sont équipés, soit par des salles multimédia, soit par des valises multimédia. Nous avons connecté également ces établissements à la connexion Internet. Nous avons également 11 000, 13 000 même, satellites. C'est quoi les satellites? Au niveau rural, nous avons une configuration très dispersée. Et donc nous avons des classes par-ci, par-là, une classe ou deux classes ou 3 classes. 7 000 de ces établissements satellites ont été électrifiés. Et donc nous sommes en train d'aller pour connecter ces établissements également et faire profiter ces jeunes au niveau rural. Notre objectif, c'est la réduction des disparités territoriales et sociales. Et nous sommes convaincus que le numérique est un moyen de réduction de ces disparités. Parce qu'on peut offrir de l'apprentissage au niveau rural avec autant de qualité qu'au niveau urbain. Nous avons également formé 150 000 enseignants à l'appropriation de l'outil numérique. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire plus. Comment gérer une plateforme? Comment faire de cet outil numérique des activités de classe? J'ai été il y a moins d'un mois à Londres à l'occasion du Forum mondial de l'éducation et j'ai pu visiter des écoles primaires et j'ai vu comment ce numérique
est utilisé à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans et au-delà. Et aujourd'hui, il y a des compétences que nous sommes capables de développer en classe qu'on ne pourra jamais acquérir dans une classe classique. Notamment le travail collaboratif, la construction d'une leçon. Et le numérique nous permet ceci. Il y a également la politique linguistique que nous sommes en train de mettre en place. Et je pense que c'est une question également qui a suscité énormément de débats. Et en guillemets de faux débats. Parce que la question est très simple. Nous abordons cette question sous l'angle uniquement la langue en tant qu'un outil fonctionnel de transmission de savoir. Aujourd'hui, pour nous, la langue est une justice sociale. Donner la chance aux Marocains de l'école publique d'apprendre des langues étrangères autant que ceux qui sont dans le privé. C'est notre position. Ni plus ni moins. Comment permettre à ces jeunes d'apprendre les sciences? Aujourd'hui, nous avons un recul flagrant au niveau universitaire dans les branches scientifiques. 60% en économie droit, 20 et quelques pourcents en sciences, en lettres et sciences humaines, et à peine 12% dans les filières scientifiques. Un recul flagrant, dangereux. À quelle société de technologie de savoir on aspire? Comment peut-on développer des compétences technologiques? Comment peut-on produire de la technologie demain si on a uniquement 12% de nos étudiants au niveau de ces filières? C'est dramatique. Et donc il faudrait absolument changer la donne. Pourquoi il y a ce recul? Tout simplement parce qu'il y a une fracture linguistique entre le secondaire et le supérieur. Nous enseignons en arabe les matières scientifiques pendant le lycée et le collège, et nous l'enseignons en français pendant l'université. J'étais doyen de la faculté des sciences, et je peux vous affirmer et vous dire la frustration que connaissent nos étudiants dans les premières années. Mais pas uniquement des étudiants, des enseignants qui s'investissent, mais qui ne trouvent pas d'interlocuteurs. Les étudiants ont l'impression d'être ailleurs, à l'étranger. 22% de ces étudiants quittent l'université sans même passer l'examen en décembre. 43% quittent l'université 2-3 ans après sans aucun diplôme, ni DEUG, ni licence. Une déperdition universitaire fatale, très coûteuse. On l'a estimée à 3 milliards de dirhams. C'est dramatique. Peut-on rester sur cet état de fait? Si l'universitaire que je suis n'aborde pas cette question, je pense qu'on aura manqué cette réforme universitaire. Et aujourd'hui, un véritable chantier au niveau universitaire est lancé pour minimiser d'abord les dégâts au niveau de l'accès ouvert et pour proposer un modèle d'architecture pédagogique qui a même d'accompagner l'étudiant depuis le choix de sa filière jusqu'à sa réussite. Je reviens à l'éducation nationale pour dire et pour donner l'importance à deux choses, deux piliers encore fondamentaux. Celui de l'appui social. Nous avons un Maroc ruralisé à plus de 50%. Il y a des disparités énormes entre l'urbain, le périurbain et le rural. Et dans le rural, il y a également des situations très dramatiques. Le montagneux n'est pas le rural proche du périurbain. Et donc des situations difficiles. Et heureusement que l'État a mis en place un certain nombre de programmes sociaux pour pouvoir permettre la scolarisation de nos enfants. D'abord, le programme Tayssir. Tayssir, ce sont des bourses qu'on donne aux familles pour garder leurs enfants au niveau de l'école. Nous avons des déperditions, des abandons scolaires de 400 000 il y a 2 années. Nous sommes à 260 000 encore. Nous étions à 700 000 bénéficiaires de ces bourses. Et cette rentrée, nous avons multiplié ce nombre par 3. Et également, le prix par 3. On donnait 700 millions de dirhams, on est à 2 milliards 100 millions de dirhams qui vont aux bourses. On donne 60 dirhams par élève, par famille,
fois 3 élèves pour première année, deuxième année, 80 pour troisième, quatrième année, 100 dirhams pour cinquième, sixième et 140 dirhams pour le collège. Les programmes sociaux sont importants, sont capitaux pour éviter, pour lutter contre l'abandon scolaire. À côté de cela, nous avons également la cantine, les repas qui sont offerts au niveau rural. Plus d'1,4 million de repas sont servis à l'échelle nationale pour permettre à ces jeunes d'être scolarisés. Nous avons également proposé un modèle d'école communautaire pour réduire les classes satellites et regrouper cet enseignement au niveau de ces écoles communautaires qui offrent un espace d'accueil beaucoup plus confortable avec une cantine, un internat, etc. Aujourd'hui, il y a encore une question à solutionner. C'est la question du transport scolaire. Lors de cette rentrée, il y a eu énormément de sitting parce que nous ne pouvions pas offrir ce transport scolaire. Mais le transport scolaire n'est pas la compétence du ministère, c'est la compétence des conseils provinciaux. Un grand effort a été fait, notamment par l'INDH, mais la demande elle est énorme. Et ça peut être l'origine de l'abandon scolaire. À côté de ce dispositif d'aide et d'appui social, il y a également une question de gouvernance. Aujourd'hui, nous avons des académies régionales d'éducation et de la formation, et je salue mon ami ici Mohsin, qui est le directeur de l'académie de Fès, Meknes, une très grande académie, gigantesque sur le plan territoire, nombre d'élèves, nombre d'enseignants. C'est monstre ce qu'il est en train de gérer. Il est question de donner, d'accompagner ces académies pour qu'ils aient les compétences de gérer tout ce dispositif. C'est un processus qui démarre. Ils ont l'autonomie administrative, l'autonomie financière. Pratiquement 95% du budget leur sont alloués. Nous avons également, et nous reviendrons à cette question de recrutement, ils recrutent leurs propres ressources humaines. Et tout cette tollé sur ces enseignants de l'académie, on le vit aujourd'hui parce que les académies, dans le cadre de leur autonomie, et dans le cadre de la loi, il y a une loi, la 6900, qui régit le fonctionnement de ces académies, leur permettent de disposer de leurs ressources humaines et de répondre à leurs besoins. Nous étions dans des configurations, on avait des classes à 60 élèves. Et il y a eu un effort considérable de recrutement depuis 2016. En moins de 4 ans, nous avons recruté 70 000 enseignants. Jamais une loi de finances n'aurait permis la création d'autant de postes budgétaires. Mais aujourd'hui, par le biais au début de la contractualisation en 2016, 17, 18, et aujourd'hui par un statut du personnel des académies, nous avons pu permettre aux académies de disposer de cette politique de ressources humaines, de recrutement local. On reviendra sur la question probablement. Alors cette gouvernance, elle concerne également quelque chose de fondamental. C'est le projet d'établissement d'une école. Il faut absolument qu'une école, qu'un lycée, qu'un collège puisse avoir son autonomie, qu'il puisse avoir un budget, qu'il puisse développer des activités de classe. Et tout ça se fait autour d'un projet d'établissement. Ce projet d'établissement, il y a toute la communauté éducative qui y participe. Aussi bien les parents d'élèves, les enseignants et l'administration. Et nous sommes en train d'institutionnaliser ce projet d'établissement pour intégrer toutes les activités de vie scolaire et pour permettre à l'élève d'être épanoui. Et dans ce cas-là, nous interpellons les familles pour qu'ils jouent pleinement leur rôle. Parce que l'éducation, elle commence à la maison. Il faut absolument qu'on s'inscrive dans une démarche de co-éducation. L'école est là pour instruire cet élève, mais les familles ont la responsabilité de l'éducation de leurs enfants. J'en ai encore pour combien de temps? Parce que... Alors, est-ce que j'évoque la formation professionnelle directe ou bien comment on fait pour ne pas vous disperser par la suite? Je m'arrête là, si vous voulez. Hein? Je continue encore. Ok. Alors,
Au niveau du collège, pour ne parler que d'une réforme très importante que nous sommes en train de mener, c'est offrir ce que nous avions fait au lycée, les classes internationales, nous les descendons au niveau du collège. Et à partir de la rentrée prochaine, les 3 niveaux du collège vont être concernés par les classes internationales. Qu'est-ce que ça veut dire, ces classes internationales? C'est de permettre l'enseignement des matières scientifiques et technologiques en français ou en anglais. Et là, on répond à une demande des familles. C'est comme ça qu'on a déployé le système. On ne l'a pas fait autrement. Au fait, ça a été déployé avant que je n'arrive par mes prédécesseurs. L'idée a été forgée en 2013 déjà, au temps de Silouafa. Sibel Mokhtar a créé une expérience pilote de 6 classes, et après CERSAD est venu pour élargir ces classes et permettre à répondre aux besoins des familles. On l'a fait au niveau du lycée pour l'espagnol, l'anglais et le français. Bizarrement, l'espagnol n'a pas pris, ça n'a pas marché. Et surtout, par exemple, à Tétouan, on adore. On pensait bien faire, mais les familles peut-être voulaient plutôt le français que l'espagnol, sachant qu'ils maîtrisaient l'espagnol. L'anglais, il a pris doucement. Première année, 70 élèves entre Tanger, Rabat, Casa. Cette année, on est à peu près à 300 élèves. Et nous avons demandé au directeur d'académie de voir, Marrakech, Agadir, Fès notamment, s'il y a une demande, pourquoi pas, on lance des classes internationales, option anglaise. Par contre, le français a bien pris. Et la demande, elle est énorme. Et aujourd'hui, les résultats du baccalauréat sont là pour témoigner du bien fondé de ce choix-là. Résultat au bac 2018, 96,5% pour les classes internationales. Comparativement aux classes, au baccalauréat classique, 73%. Il n'y a pas photo. La demande, elle est énorme et on déploie. Donc on s'est dit, pourquoi laisser cette expérience uniquement au lycée? Les élèves qui arrivent au lycée passent par le collège. Et donc autant démarrer l'expérience au niveau du collège. Il y a eu une adhésion extraordinaire. Alors pour pouvoir réussir cette expérience, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous formons nos enseignants qui dispensent les mathématiques, la physique, chimie et les SVT. Nous les formons à remédier à leur bagage linguistique. Et aujourd'hui, il y a 1000 enseignants qui sont en train d'être formés à l'échelle nationale. Et on a demandé également aux académies de pouvoir augmenter ce nombre. Nous le formons également à l'anglais. Nous avons démarré. Pour ceux qui le souhaitent et qui ont un bagage en anglais, on commence à les former. Parce que l'avenir des sciences, aujourd'hui, la science, elle est en anglais. L'économie est en anglais. Mais l'avenir des sciences au Maroc devrait être en anglais d'ici 10 années. Mais il faut qu'on construise ce modèle et ça passe forcément par la formation des enseignants. Donc c'est un processus qui a démarré et Inch'Allah dans 10 ans, j'espère qu'on atteindra une masse critique en enseignant anglophone pour les DNL, pour les disciplines non linguistiques. Donc, il y a tout un chantier curriculaire qui accompagne cette mise en place. L'élaboration de manuels scolaires, dans notamment ces disciplines non linguistiques, et de nouvelles pédagogies qui sont également en train d'être mises en place. Nous avons adopté ce qu'on appelle la pédagogie par compétence. On n'est plus à la pédagogie par objectif, quoi que ce soit. Donc nous sommes en train d'évaluer des compétences, l'acquisition d'un certain nombre de compétences de la part des élèves. Au niveau du lycée, il y a un chantier de réforme du baccalauréat. On ne peut plus se permettre d'avoir 14 bacs. Aucune lisibilité. Nous sommes en train de réduire ce baccalauréat à moins de 6 filières. Et revenir un peu sur cet examen de première année bac, deuxième année bac. Aujourd'hui, première année bac, elle est régionale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. On peut également assurer l'organisation au niveau régional, mais le bac, il faudrait qu'on lui donne un caractère national. Et donc les épreuves peuvent être organisées au niveau national. Et ça donnera plus de crédibilité à ce baccalauréat. Nous sommes également en train de voir comment minimiser la part du contrôle continu. Parce qu'aujourd'hui, il y a 4 à 5 points de différence entre les notes du baccalauréat, de l'examen, et sur l'année.
Et donc, il faut absolument qu'on puisse pondérer et revoir un peu ce système d'évaluation des contrôles continus. Donc, un chantier également très important et dans lequel nos élèves vont réussir si on instaure un vrai système d'orientation précoce. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a demandé au gouvernement de mettre en place ce système d'orientation précoce dès le collège. Et nous sommes en train de mettre un dispositif juste après le primaire, au niveau du collège, nous basant sur ce qu'on appelle un projet personnel professionnel, pour que ceux qui l'ont choisi puissent s'orienter vers une formation professionnelle. Il faut que l'orientation vers la formation professionnelle ne soit plus une orientation d'échec, mais que ce soit une orientation délibérée, motivée, par rapport aux compétences de chaque élève. Et donc, un projet personnel professionnel, et après le collège, donc orientation, voie générale, voie professionnelle. Et si on va à la voie professionnelle, nous avons 3 années de lycée et 2 années post-bac pour construire et constituer un vrai background professionnel pour donner les compétences nécessaires à ces jeunes pour qu'ils puissent aller travailler au milieu professionnel. On reviendra probablement tout à l'heure sur les différents chantiers dans la formation professionnelle. Alors, un mot sur le supérieur, et on en reviendra également dessus. Donc, rentrée 2020, je fais un rétro-planning. Rentrée 2020, démarrage au niveau de l'université marocaine du bachelor. C'est quoi le bachelor? Le bachelor, c'est un système pédagogique qui est reconnu à l'échelle mondiale, qui est basé sur des crédits. Et donc, il s'agit de revoir et redoser les modules disciplinaires au détriment des modules de soft skills, de langue, d'ouverture, etc. Le bilan, le constat qui a été fait, c'est que nos lauréats, nos licenciés, n'avaient pas les capacités d'insertion dans le marché de l'emploi parce qu'il manquait d'un certain nombre de compétences de vie. L'employeur, effectivement, quand il fait un premier entretien, avant d'aller creuser, voir quel est le bagage disciplinaire, il voit comment le jeune communique, quels sont ses atouts, quels sont ses réflexes, quelle est la maîtrise en langue dont il dispose, etc. Et donc c'est quelque chose que nous sommes en train de remettre dans ce système de bachelor. Et donc aujourd'hui, quand on voit la moyenne d'obtention de la licence, la moyenne d'obtention, elle est entre 4,5 et 5 ans. Il y a à peine 15% qui obtient la licence en 3 ans. Il y a donc entre 4 ans et demi, 5 ans, ceux qui l'obtiennent, d'accord, la moyenne d'obtention de la licence. Et donc on s'est dit, ce n'est pas une question d'année. Et donc il n'y a pas de tabou à aller dans une configuration de 4 années. Comment on va construire ces 4 années? Une année fondatrice. Une année fondatrice dans laquelle va accéder l'étudiant sur la base de son bagage, sur la base de son choix, de ses orientations, de ses désirs. Aujourd'hui, il se retrouve par défaut au niveau de ces établissements à accès ouvert. Et donc, il va également construire un projet personnel. Et donc, nous mettons en place un système d'orientation active pour pouvoir l'accompagner. Cette première année, cette première année fondatrice, c'est à l'image de la Foundation Year ou du Cégep au Canada, énormément de modèles internationaux dispensent cette année, permettra de remédier sur ces lacunes linguistiques, de compléter ce bagage scientifique et disciplinaire, et à la fin de la première année, on propose une orientation ou une réorientation en fonction de ce qu'il a passé pendant cette première année. Et donc, nous sommes convaincus avec les présidents d'université, et je salue mon ami Si Mohamed Rachid, président de l'Université Mohamed V. Alors, si Mrabt était en cérémonie d'excellence, donc ne pouvait pas être avec nous, mais il aurait aimé partager avec nous ce moment aussi. Nous sommes convaincus que c'est la meilleure manière d'accompagner ces jeunes et leur permettre d'acquérir des compétences et faciliter, leur donner le maximum de chances
pour qu'ils puissent aspirer à un emploi digne ou continuer dans le master ou le doctorat. Aujourd'hui, il y a énormément de dégâts. Mais il faut rappeler quelque chose. Il y a un paradoxe marocain, c'est que plus on est diplômé, plus on est chômeur. Et ça, ce n'est pas un problème de l'université, mais c'est plus un problème de notre économie. Aujourd'hui, la majorité les plus grands recruteurs, c'est les PME. Et les PME préfèrent recruter un bac plus 2, plutôt un bac plus 3, ou un bac plus 3 plutôt qu'un bac plus 5. On peut dire que, il n'a pas le profil souhaité, mais aujourd'hui non plus, l'université ne peut pas faire des formations à la carte. La mission de l'université est une mission jadis académique, certes. Aujourd'hui, l'université a fait un grand effort de diversifier ses formations. Mais il faudrait que notre étudiant, le profil, le produit que nous formons, puisse avoir suffisamment de compétences et s'adapter à n'importe quelle situation professionnelle quand il est en recherche d'emploi. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour pouvoir susciter d'autres questionnements et réagir à la salle. Merci pour votre écoute. Merci.